Salut YouTube. Dans cette vidéo, on va voir tout ce qui a changé depuis un mois grâce à vous. Pour les personnes qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous mets le lien en haut. Tout d'abord, merci. Merci à vous d'avoir contribué à ce projet, de vous être abonné, d'avoir liké, d'avoir reposté sur les différents réseaux sociaux les différentes vidéos, et merci d'avoir contribué à faire évoluer L3D depuis un mois. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois? Alors depuis un mois, il y a des améliorations qui ont vu le jour grâce à vous et à vos retours d'utilisation, mais surtout, il y a des nouvelles fonctionnalités qui n'existaient pas à l'origine du projet. Et ça, c'est grâce à vous, alors encore, merci. Allez, on se retrouve derrière l'ordinateur pour voir ça de plus près. Alors l'un des plus gros changements qu'il y a eu sur L3D, c'est son interface. Voilà, ça c'est l'interface telle qu'elle était avant. C'était gris, on avait des variations de gris pour savoir un petit peu où on en était, mais on pouvait quand même faire mieux pour les utilisateurs. Alors, dans la nouvelle version, c'est beaucoup plus clair, on a tout qui est rangé dans des petites cases, on a des nouveaux petits boutons qui font leur arrivée qui sont beaucoup plus graphiques, on comprend un petit peu mieux ce qui se passe, on a une nouvelle fonctionnalité qui sont les sorties, on en parle un petit peu plus tard, et on a aussi un éditeur de pré-réglage, c'est-à-dire que les pré-réglages que l'on stocke, on peut maintenant les effacer, et on a un petit rendu visuel d'à quoi ils ressemblent. L'éditeur de segments dans son ancienne version fonctionnait très bien, par contre il était un petit peu austère, voilà, on avait tous les uns à la suite des autres. Dans la nouvelle version, j'ai retravaillé ça avec des blocs un peu plus faciles à comprendre, on a toujours les petites barres pour tout régler, ça change rien. On a aussi l'éditeur de nom qui maintenant est en Material Design aussi. Hop. Le lecteur, c'est celui qui a subi les plus gros changements, le voilà dans sa version précédente, on avait du grid partout, là ici c'était l'éditeur de son, en dessous l'éditeur des effets lumineux, il y avait des petits noms en séquence qui servaient strictement à rien à part à se repérer, c'était quand même pas très intuitif. Alors je l'ai retravaillé, et voilà dans sa nouvelle version à quoi il ressemble. Tout est plus clair aussi, on a ici maintenant un éditeur d'effets avec le petit icône, on a aussi l'éditeur de son, les deux nouvelles fonctionnalités dont je vous parle tout de suite après. Le plus gros changement c'est ici, on n'a plus de nom, on a directement un aperçu de l'effet. C'est quand même un petit peu plus pratique pour se repérer, puisqu'on voit exactement à quoi ça correspond. Au passage, on en a profité pour doubler le nombre d'événements par piste. J'en ai profité aussi pour ajouter une aide à l'intérieur, c'est-à-dire que les petits boutons I, si tu cliques dessus, tu vas avoir le droit à une petite vidéo qui te montre rapidement comment faire la manipulation pour rajouter là un effet visuel. Pareil pour les effets sonores, si je clique dessus, je vais avoir le droit à une petite vidéo qui me montre quoi faire pour rajouter un petit effet de son. C'est exactement pareil pour les deux nouvelles fonctionnalités qu'on voit tout de suite après. Le petit indicateur d'effet là qui se retrouve dans les séquences, qui t'aide à te repérer, il existe aussi en haut de l'interface. Et si tu changes de couleur, en temps réel, il se met à jour. Alors c'est un indicateur, c'est pas l'effet réel, la vitesse, tu peux pas la changer, mais ça peut t'aider à te donner une idée de à quoi va ressembler ton effet une fois qu'il sera appliqué. L'interface, elle est responsive, c'est-à-dire qu'elle va s'adapter aux tailles d'écran, et particulièrement aux tailles des tablettes. Voilà à quoi ça ressemble sur tablette, pour la partie du lecteur, et surtout des paramètres. Alors c'est un petit peu différent de l'ordinateur, mais c'est extrêmement fonctionnel sur tablette. Le capteur à ultrasons, c'est dans les paramètres, capteur ultrason, comme avant on a mini-maxi, c'est-à-dire à quel moment on va déclencher le capteur quand il va mesurer une distance, mais maintenant on peut choisir la vitesse. Est-ce qu'on va faire se déclencher rapidement, 50 millisecondes, jusqu'à 2 secondes. Ça va dépendre de si on prend des mesures proches ou loin. Parce que le capteur à ultrasons, ça s'est pas passé comme prévu, je te raconte. Le capteur à ultrasons, déjà ça ressemble à ça a une tête de robot un peu rigolo, et ici devant on a deux gros cylindres. Alors ces deux gros cylindres, ils s'occupent de quoi? Il y en a un qui s'occupe d'émettre un ultrason. L'ultrason va se réfléchir sur un objet, une paroi, et revenir, et il va être capté par le récepteur. Et donc on va mesurer le temps qu'un son met à se déplacer dans l'air entre deux objets. Alors évidemment, c'est pas extrêmement précis, parce qu'en fonction de la température, en fonction de l'hygrométrie, ça va changer, mais surtout pour ce qui nous intéresse, en fonction de la densité de l'objet qui va faire la réflexion. Donc j'ai fait plein de tests, et dans mes tests, capter un mur à 4 mètres, pas de problème. Par contre, le corps humain, au-dessus d'1,50 m, il commençait à y avoir un petit peu des défaillances dans le signal. Parce que déjà, on n'est pas tout plat comme un mur, et en plus de ça, on est un petit peu moins dense. Donc ça va être parfait pour déclencher de près quelque chose, ou jusqu'à 1,50 m si on passe devant un objet. Nouvelle fonctionnalité, 8 sorties possibles, utilisables sur la carte ESP. Alors il faut les activer dans les paramètres, et ici tu peux choisir quelle sortie correspond à telle broche. Dans le lecteur, maintenant, nous avons ici la piste des sorties. Alors, on va créer, je vais te montrer ça, une nouvelle sortie. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, nos sorties, là, ici, tout est décoché. C'est-à-dire qu'elles sont toutes éteintes. Ici, on a des petits chiffres en bas pour nous dire que c'est éteint. Si je veux en allumer une, je clique par exemple sur la 2 et la 4, je valide, hop, ça apparaît en haut
pour montrer qu'elles sont dans un état haut, donc allumées. Ici, je les éteins toutes par exemple. Là, je peux allumer la 5 et la 6. Ici, je conserve la 5. Et là, par exemple, j'éteins tout. Les 8 sorties, ça va te permettre de, par exemple, piloter des moteurs à courant continu, ou allumer ou éteindre ce genre de petites LED si tu en as besoin dans ton montage, ou encore d'utiliser un relais pour allumer ou éteindre un objet ou une ampoule ou n'importe quoi qui est connecté au 220 volts. Un relais, ça ressemble ici à ça, c'est le gros bloc qui est au milieu, là, on ne peut pas le louper. On a ici des broches d'un côté pour le piloter, et de l'autre côté, on a des entrées-sorties. Ça fonctionne exactement comme un interrupteur qui permet d'allumer ou d'éteindre une ampoule, et on va pouvoir le piloter donc avec les sorties de l'ESP. Donc là, mon petit robot en céramique, il a une ampoule à l'intérieur branchée sur le 220 volts, et je vais pouvoir soit l'allumer, soit l'éteindre, et tout ça le synchroniser dans mon L3D. Dans la nouvelle fonctionnalité, la deuxième grosse nouvelle fonctionnalité dans les sorties, ce sont les moteurs pas à pas. Alors, on active notre moteur, on envoie le réglage à la carte, et maintenant, dans le lecteur, qu'est-ce qui se passe? On a les 4 premières sorties qui sont grisées. On ne peut plus les utiliser dans les sorties parce qu'elles sont dédiées au moteur pas à pas. Mais on va pouvoir utiliser maintenant la nouvelle fonctionnalité de moteur. Alors, si tu sais pas ce que c'est un moteur pas à pas, je te raconte tout de suite. Un moteur pas à pas, qu'est-ce que c'est? Un moteur pas à pas, c'est un petit objet comme ça. Voilà, il y en a des plus petits, plus gros, qui seront plus ou moins puissants en fonction de leur taille, de leur intensité et des volts. Je me suis imprimé un petit support ici pour qu'on voit la direction dans laquelle il se déplace et surtout l'angle, précisément à chaque fois qu'il fait un petit pas. Je vais simplifier le fonctionnement. Dans ces moteurs-là, il y a 4 fils. Pourquoi 4 fils? Parce qu'il y a 2 bobines. Il y a une petite pièce métallique à l'intérieur qui va se déplacer et qui va chercher à s'aligner avec un pôle positif d'un moteur. Donc, quand on met du courant électrique dans une bobine, il y aura un côté plus, un côté moins. Le moteur va chercher hop, à s'aligner avec le plus. On va après injecter du courant dans la deuxième bobine. Directement, le petit moteur va hop, chercher à s'aligner avec le nouveau pôle positif. Dans la première bobine, on va changer la polarité, c'est-à-dire là où il y avait un plus, on met un moins, et là où il y avait un moins, on met un plus. Le moteur va hop, continuer à s'aligner avec le côté positif, et pareil sur la dernière bobine. Et comme ça, on a un sens de rotation. Pour l'autre sens de rotation, il suffit de reproduire la même opération, mais en polarisant dans l'autre sens. Alors ces moteurs aujourd'hui, ils font à peu près 200 pas, ça fait 1,8 degrés. Il y a des systèmes en électronique pour arriver avec des micro-pas à récupérer de la précision. C'est vraiment ce qu'on a dans les imprimantes 3D aujourd'hui. C'est pour ça qu'on peut faire des impressions numériques extrêmement précises. On les utilise aussi dans les CNC, donc les machines à commande numérique, c'est-à-dire comme un Dremel si vous préférez, qui permet de découper dans le bois, dans des matériaux un peu durs, dans les découpeuses laser et graveuses laser. Vous retrouverez sur le GitHub le schéma de montage ainsi que les liens dans la description pour vous permettre de piloter ce genre de petits moteurs. Maintenant, comment on utilise tout ça? On clique sur ajouter un élément, on va sur la piste moteur, je rajoute mon élément, par défaut c'est 90 degrés dans le sens horaire, je recrée un deuxième événement parce que je vais le faire revenir en arrière, voilà, j'augmente un peu, je mets moins 90 degrés, hop, parfait, et là il va revenir en arrière. Donc j'ai mes deux événements sur la piste du bas qui vont faire tourner le moteur dans un sens de 90 degrés et puis dans l'autre sens de 90 degrés. Il y a plein de nouvelles pistes devant toi, si jamais tu ne les utilises pas et que tu veux un petit peu épurer ton écran, il suffit de cliquer sur la note de musique pour cacher la piste, pareil pour les sorties, pareil pour les moteurs, et tu te retrouves avec une interface avec juste ce qui te correspond. Alors on a plein de nouveaux effets, je te montre ça en même temps en vidéo, mais ici on a par exemple le rebond, qui va nous permettre de faire rebondir le petit curseur de chaque côté d'un bandeau de LED. Alors on a aussi 3 noise, c'est-à-dire c'est du bruit en fait qui va se créer dans l'effet. Noise 1 est très diffus, Noise 2 est beaucoup moins diffus, il commence à être ciblé sur des petites parties. Noise 3 est vraiment plus sur de l'ordre du pixel. J'en ai profité pour ajouter aussi Sparkle 1 et 2 qui sont des noises un petit peu plus boostés, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui seront un petit peu plus forts dans les couleurs. Pareil, le 1 est un petit peu plus doux, le 2 est un petit peu plus fort. Alors on avait la poursuite 2 qui est une poursuite de couleurs dans un seul sens. J'ai rajouté la poursuite 3 qui est pareil avec un rebond et 2 fois la même couleur de chaque côté, et la poursuite 4 qui est juste un slide de chaque côté. Toutes ces vidéos, c'est grâce à vous. Alors encore une fois, merci pour vos retours, vos implications, vos propositions. Le projet a évolué de dingue en un mois, c'est absolument incroyable. Pour les nouvelles personnes, bienvenue sur la chaîne. Merci de vous abonner, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage beaucoup. Mettez un pouce si vous aimez le projet. Un petit commentaire si vous avez des idées, des propositions de nouvelles fonctionnalités. En attendant, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sera peut-être la dernière, puisqu'à un moment donné, il faudra bien publier les codes pour que tout le monde puisse s'en emparer.